Euh, Bonjour et bienvenue tout le monde. On attend, on a environ, on a environ 6 personnes en ligne avec nous. Alors, on va attendre un tout petit peu pour les laisser rentrer. Je vois que ça vient rapidement maintenant. On a beaucoup plus de personnes en ligne. Bonjour et bienvenue au webinaire de la CRH. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'écouter 2 présentations de la part d'Erin Khan au sujet de nouveaux documents dans le cadre de la série Guide d'orientation fédéraux sur la cartographie des zones inondables. Je m'appelle Stéphanie Streich et je suis la coordinatrice des opérations de la CRH. Et c'est moi qui va modérer le webinaire d'aujourd'hui. Quelques notes pour vous avant de commencer les présentations d'aujourd'hui. Premièrement, nous enregistrons cette présentation et elle sera ensuite affichée sur le site web de la CRH et sur YouTube. Tous ceux qui sont inscrits recevront également une copie de l'enregistrement demain dans un courriel. Deuxièmement, nous répondrons aux questions à la fin de nos 2 présentations. Si vous avez une question ou un commentaire, veuillez l'écrire dans l'onglet questions dans votre panneau de commande. Et maintenant, de petites introductions de nos 2 présentateurs. D'abord, nous avons Guillaume. Guillaume, j'ai oublié. Légaré-Couture, merci. Qui présente sur le guide d'orientation fédérale sur l'acquisition des données par LIDAR aéroporté version 3.0. Guillaume s'est joint à l'équipe de la stratégie nationale des données d'élévation de Erin Khan en janvier 2021 en tant que spécialiste LIDAR. Il est responsable, entre autres, de l'opération du système de contrôle de qualité des données LIDAR et à l'amélioration continue de celui-ci. Guillaume est titulaire d'un baccalauréat en géographie et d'une maîtrise en sciences de l'environnement de l'Université du Québec à Trois-Rivières, ainsi qu'un doctorat en sciences de la Terre de l'Institut national de la recherche scientifique, Centre Eau, Terre, Environnement. En deuxième, nous avons Marc-André Fauché qui présentera le guide d'orientation sur l'estimation des dommages causés aux bâtiments et aux infrastructures par les inondations. Marc-André est titulaire d'un BSc en géomatique et d'une MSc en télédétection de l'Université de Sherbrooke. Depuis 2013, il a occupé divers postes au sein du gouvernement fédéral, axés sur la recherche et le développement de sciences géospatiales et télédétection. En 2019, il s'est joint à l'équipe de la cartographie des inondations du Centre canadien de cartographie et d'observation de la Terre pour faire progresser les sciences géospatiales, les normes et l'engagement des parties prenantes. Merci à vous 2 de présenter avec nous aujourd'hui. La parole est à vous. Merci beaucoup. Est-ce que si tu pouvais juste me confirmer, oui, Stéphanie, on peut voir on a un écran bleu. Ça fonctionne bien. Parfait, excellent. Alors, je vais juste minimiser le petit menu ici de... Parfait. Alors, bonjour à tous et bienvenue à cette présentation du Guide fédéral d'acquisition par LIDAR aéroporté version 3, qui est un document créé par le Centre canadien de cartographie et d'observation de la Terre. Comme Stéphanie a dit, je m'appelle Guillaume Légaré-Couture. Je suis spécialiste LIDAR avec le CCCOT depuis janvier 2021. Alors, la présentation d'aujourd'hui va porter sur le guide lui-même et sa nouvelle version, ses nouveautés, dont la nouvelle annexe sur le LIDAR topobatimétrique, mais aussi sur le contexte dans lequel se place le guide et sa mise à jour. Le contexte étant principalement en fait celui de la cartographie des inondations.
On va également faire un petit tour d'horizon sur les activités LIDAR plus générales à Ressources naturelles Canada. Donc, la cartographie des inondations au Canada, c'est un sujet qui est perpétuellement d'actualité. Avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est important de rappeler qu'il s'agit globalement d'une responsabilité des provinces et des territoires du Canada. Le rôle du gouvernement fédéral en est un de support, autant pour la gestion des inondations que pour l'aide post-catastrophe naturelle. Ceci étant dit, le gouvernement fédéral a un très bon historique de collaboration avec les provinces et les territoires depuis une quarantaine d'années. À ce chapitre, ces collaborations ont pris la forme de divers programmes que vous connaissez probablement, comme le programme de réduction des dommages dus aux inondations, qui est le PRDI en français, et plus récemment, le Programme national d'atténuation des catastrophes, le PNAC en français. On a également le programme d'adaptation des Premières Nations au changement climatique, ainsi que la stratégie de sécurité civile pour le Canada, profil de risque national. Et tout ça, en fait, s'inscrit dans le mandat plus général de Ressources naturelles Canada par rapport aux inondations, qui est de collaborer avec le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, avec les provinces et les territoires et les peuples autochtones pour compléter toutes les cartes de zones inondables au Canada. Alors, les travaux de RNCAN par rapport à la cartographie des inondations se déclinent en trois grands volets, en trois grands piliers, qu'on peut dire. La production de données, les activités scientifiques et le développement de collaboration. Il y a beaucoup d'éléments ici, alors on ne les passera pas nécessairement tous un par un. Les plus importants et ceux qui nous concernent, en fait, là, pour la présentation d'aujourd'hui, sont en rouge sur cette diapo-là. Donc, RNCAN se donne le mandat de produire des données géospatiales fondamentales et donc de faire l'acquisition de données LIDAR à haute résolution. Ça, c'est pour le volet, la production des données. Et au niveau des activités, un des éléments clés là, auxquels on participe, c'est la publication de guides d'orientation qui servent un peu à mieux utiliser ces données LIDAR et à mieux cadrer leur utilisation. Et tout ça, si on regarde le cadre plus global de la cartographie des inondations, en fait, on vise à répondre aux besoins de collecte des données, donc de données par LIDAR aéroportées, donc parce qu'on sait à quel point finalement les données d'élévation ou de résolution sont importantes pour la cartographie des inondations. Alors maintenant, le LIDAR chez nous, chez Ressources naturelles Canada, alors que de manière plus concrète, en fait, en quoi notre support consiste-t-il vraiment? Ce qu'on fait, c'est, premièrement, on assure la coordination entre les provinces et les territoires dans le but d'optimiser les zones prioritaires et de minimiser le chevauchement là, entre les projets en cours, par exemple, pour être certain que tout le monde travaille ensemble pour être le plus efficace possible dans notre couverture LIDAR au Canada. On met en place et on gère des contrats LIDAR. Oui, de nouvelles acquisitions, mais aussi parfois on va acheter de la donnée existante pour la libérer sous une licence moins contraignante. On a également ce qu'on appelle un AMA, donc un arrangement en matière d'approvisionnement avec 18 firmes qui sont préqualifiées. C'est un dispositif en fait qui nous permet de pouvoir acquérir rapidement des données LIDAR par exemple pour répondre à un certain besoin. On assure la création et la diffusion de produits d'élévation qui sont dérivés de ces données LIDAR-là. Et on offre et on opère un système de contrôle de qualité LIDAR qui est basé sur les validations qui sont suggérées dans le guide fédéral. Et par le fait même, donc, on gère et on publie le guide d'orientation fédérale sur l'acquisition par LIDAR aéroporté, dont on fait la mise à jour aussi régulièrement. Et ces contrats d'acquisition, en fait, nous ont permis d'augmenter de manière significative l'inventaire de données disponibles au grand public au Canada en termes de données LIDAR. Ce que vous voyez en vert sur la carte qui est présentée ici, donc ce sont les données qui ont été acquises et intégrées à l'inventaire fédéral de données LIDAR, donc par nous ou par des partenaires. C'est plus d'un demi-million de kilomètres carrés qui sont maintenant inclus dans cette couverture-là. Et on couvre 61 des 100 plus grandes villes du Canada. Et juste un petit clin d'œil rapide, en fait, puisque ce n'est pas le sujet principal d'aujourd'hui, mais ces données sont disponibles
via le nouveau produit Mosaïque du MNE-HR, qui est disponible par le site Carte ouverte, qui est un site web, en fait, un site web ou des services web qui nous permettent de faciliter la navigation, puis ça facilite l'interaction avec ces données LIDAR. On a des services WMS et WCS de disponibles, donc qui nous donnent une vue sur les données, ou encore qui nous permet d'accéder aux données brutes elles-mêmes. On a des produits dérivés qui sont créés à la volée et qui sont en fait calculés par notre plateforme de cube de données qu'on a en place à IronCAN, qui utilise les technologies open source les plus récentes pour distribuer ces méga données spatiales. Et donc, tout ça pour dire que, en bref, là, ce qui est important de retenir, c'est que le LIDAR est une nouvelle source de données très importante pour répondre aux priorités du gouvernement du Canada chez Ressources naturelles Canada. On s'en sert pour faire, par exemple, l'extraction des bâtiments. On s'en sert pour mettre à jour le réseau hydrographique national, mais on s'en sert également beaucoup pour... en fait, on sait que ces données-là sont très utiles pour la modélisation des inondations, qui est un peu le thème de la présentation d'aujourd'hui. Alors, maintenant, au niveau du guide lui-même, donc, c'est notre outil principal pour s'assurer de pouvoir acquérir de la donnée LIDAR de qualité. Donc, c'est notre guide d'orientation fédérale sur l'acquisition par LIDAR aéroporté, qui est maintenant à sa 3e version. C'est un document qui est disponible sur le portail de Sécurité publique Canada et qui fait partie de la série de guides d'orientation fédéraux sur la cartographie des zones inondables. Un petit rappel peut-être des objectifs du guide. Donc, le guide n'est pas un document qui est légal, qui est cours légal. C'est vraiment, l'objectif, en fait, c'est vraiment d'encourager le milieu à utiliser une base commune pour leur acquisition LIDAR. Et donc, on promouvoit une norme minimale uniforme pour l'acquisition de données altimétriques à haute résolution dans tout le pays. On cherche également à créer un dialogue ouvert entre les ordres de gouvernement et l'industrie afin de recueillir et utiliser les données LIDAR pour répondre le plus efficacement possible aux besoins de la population canadienne. Un des objectifs est aussi de promouvoir un vocabulaire commun parce qu'on sait en fait que ce champ-là, le champ du LIDAR, est un domaine où il y a beaucoup de terminologie qui est très technique, puis on essaie de faciliter finalement les échanges entre le client et le consultant donc pour divers projets d'acquisition. Donc, le guide a l'objectif finalement de promouvoir un vocabulaire commun. Et on veut également harmoniser les projets de cartographie à la frontière canado-américaine. Le guide est un document évolutif, donc au fur et à mesure qu'il y a des développements dans le domaine du LIDAR, on tente de le garder à jour. Dans sa structure actuelle, le guide est composé de en fait 6 composantes essentielles et 6 annexes. Les composantes essentielles, en fait, correspondent en quelque sorte là, aux grandes étapes d'un projet d'acquisition de LIDAR aéroporté. Donc, on pense à la planification du projet, la collecte des données, le traitement, la validation, la production des livrables et finalement la question de la propriété et des droits d'auteur. On a également 6 annexes présentement qui correspondent à des applications particulières qui nécessitent parfois des spécifications particulières aussi, dont la nouvelle annexe qui est incluse dans la version 3 du guide, donc l'annexe sur le LIDAR topobatimétrique. Et toutes ces annexes-là, c'est important de le mentionner, là, ils ont été élaborés en consultation avec la communauté de pratique. Les principales nouveautés de la version 3 du guide, comme je viens de le dire, on a une nouvelle annexe sur le LIDAR topobatimétrique. On a également fait quelques corrections au niveau des spécifications là, des autres annexes là, qui n'étaient pas en ligne avec le niveau de qualité NQC1 qui était proposé dans le guide lui-même. Donc, ça a été ajusté pour qu'on s'y conforme partout et qu'il y ait une certaine uniformisation. On a également ajouté la possibilité d'utilisation de corrections PPP dérivées de données satellites pour la validation en fait, là, du nuage de points LIDAR. Et on a également ajouté une nouvelle méthode alternative par échantillonnage en fait, pour évaluer la classification des projets de très grande dimension.
Alors, la nouvelle annexe elle-même, maintenant, c'est une annexe qui a été développée avec l'aide de Tim Webster, qui est un spécialiste du lidar topobathymétrique au Nova Scotia Community College. C'est une annexe où on a mis vraiment l'accent sur les acquisitions LTB, donc lidar topobathymétrique, pour des applications liées aux inondations. Ce n'est pas des spécifications qu'on recommande nécessairement là, pour la navigation. C'est vraiment pour la cartographie des inondations. Un peu comme le guide, en fait, ça se veut être un document de recommandation et de ligne directrice pour les appels d'offres. Dans cette annexe-là, on présente vraiment la composante bathymétrique des systèmes et acquisitions LTB. Donc, pour la composante topographique, parce que ces acquisitions-là ont quand même une composante topographique, pour les spécifications, on renvoie au guide lui-même et à l'annexe 2, en fait, qui avait déjà été réalisée sur la cartographie des zones inondables. Les spécifications de ces sections-là peuvent être utilisées pour la composante topographique. Au niveau des principes généraux du lidar topobathymétrique, donc un capteur LTB, qu'est-ce que ça a de particulier? Bien, essentiellement, c'est un capteur qui utilise un laser proche infrarouge, en fait, comme les systèmes pour les acquisitions terrestres, mais qui est muni d'un deuxième laser qui, lui, est plutôt vert, là, qui est dans une autre longueur d'onde, qui, lui, son objectif, en fait, c'est de pénétrer la colonne d'eau, du moins une portion de la colonne d'eau. Donc, c'est le même principe que du lidar topographique, donc les impulsions sont émises via un aéronef et on mesure le temps de déplacement du signal. On va utiliser le laser proche infrarouge, en fait, pour détecter, premièrement, la surface de l'eau. Et ensuite, puisqu'on connaît, en fait, la vitesse de la lumière dans l'air et on connaît aussi la vitesse de la lumière dans l'eau, qui est d'environ 25% plus lente, on est capable de déduire le temps de déplacement de chaque impulsion au travers de la colonne d'eau lorsqu'on a un retour là, dans le fond de notre lac, notre rivière ou notre fond marin. Donc, ainsi, on est capable de calculer la distance entre la surface de l'eau et le fond de l'eau qui nous donne notre élévation bathymétrique. On va en reparler un petit peu plus en détail tantôt, mais c'est important de mentionner tout de suite que la clarté de l'eau, c'est vraiment le principal facteur limitant qui a une incidence sur la profondeur de pénétration de ces systèmes-là. Les systèmes lidar topobathymétriques ont plusieurs avantages pour la cartographie des zones inondables. Donc, on sait par exemple à quel point l'information bathymétrique est importante pour un modèle hydrodynamique. Il nous permet de calculer beaucoup mieux le mouvement de l'eau, la vitesse de la crue et la durée des inondations. L'information bathymétrique de précision et à très haute densité, comme celle qu'on est capable d'acquérir avec un système comme ça, nous permet de mieux estimer la rugosité du lit et donc de faire mieux qu'avoir simplement un seul coefficient de Manning, par exemple, qui est utilisé pour un tronçon, quelque chose comme ça. On est capable de l'estimer spatialement, en fait, donc d'avoir plusieurs valeurs de Manning, là, dépendamment des contextes des tronçons. Donc, on est capable d'améliorer sensiblement notre modélisation hydrodynamique. De la même façon qu'on est capable d'avoir une très bonne connaissance de la topographie de nos chenals de rivières et donc d'améliorer la précision des coupes transversales. Les trois premiers points ne sont pas des avantages qui sont nécessairement exclusifs au système de lidar topobathymétrique parce qu'on est capable de retrouver ce genre de résultats-là avec la bathymétrie multifaisceau plus conventionnelle. Par contre, sur les côtes, dans les zones peu profondes, c'est là que le système de LTB va vraiment se démarquer parce qu'on va être capable d'aller chercher énormément de mesures dans des eaux qui sont très difficilement navigables, là, où c'est difficile en fait d'amener une embarcation pour prendre des mesures. Donc, pour modéliser les zones de tempête, c'est très intéressant. C'est un des avantages notables de ce système-là. Au niveau maintenant des paramètres d'acquisition recommandés, on ne fera pas le tour. Là. En fait, vous pourrez aller voir l'annexe du guide pour aller en détail là-dedans, mais les principales là, sont encadrées en rouge ici. Donc, vous avez par exemple la densité des points bathymétriques qu'on recommande. En fait, on recommande d'avoir au moins 2 points par mètre carré qui sont récupérés pour les zones bathymétriques, là, pour s'assurer de faire un modèle une bonne résolution spatiale. On demande également des exactitudes verticales et horizontales qui sont équivalentes à l'ordre spécial de l'OHI. Donc, l'OHI, c'est l'Organisation hydrographique internationale, qui, eux, en fait, ont développé des spécifications particulières
pour, comment je dirais ça, différentes zones prédéfinies d'un certain type. Par exemple, ils ont des spécifications qu'ils ont développées pour les zones d'eau profonde, par exemple 100 mètres d'eau et plus, 100 mètres d'eau et moins, des zones portuaires, des deltas de rivières, etc. Donc, eux, ils ont, dans leurs spécifications, ils ont un type qui s'appelle l'ordre spécial, en fait, qui correspond à des zones de haut intérêt, donc où finalement on a intérêt à avoir de la bonne donnée. Et nous, on se colle à cette spécification-là. Et ce qu'elle demande, en fait, c'est une exactitude verticale d'environ 25 cm. Ce sont typiquement les acquisitions qu'on va faire avec des altitudes de vol plus basses que pour des acquisitions topographiques. Hein. Donc, on recommande que le survol s'effectue à 400 mètres environ. Au niveau de la profondeur de pénétration du signal LIDAR, on recommande qu'on vise en fait au minimum 1,5 fois la profondeur de Secchi. Donc, la profondeur de Secchi, qui est le test là, que vous connaissez probablement, qu'on peut faire avec une genre de cible qu'on submerge dans l'eau et qu'une fois qu'on ne la voit plus, en fait, c'est une fois la profondeur de Secchi. Donc, comme spécification, on va essayer d'aller au moins à 1,5 fois cette profondeur-là. Maintenant, les lignes directrices pour les projets LTB. Alors ici, on reprend un peu les composantes essentielles du guide, donc les grandes étapes, si vous voulez, d'un projet d'acquisition LIDAR. Au niveau de la planification et de la collecte de données, on présente un petit résumé ici. Donc, on donne plus de détails sur les paramètres d'acquisition qui sont recommandés. Il y a une petite discussion aussi qui porte sur la densité demandée, qui pourrait ne pas être atteinte dans certains projets en raison de certaines conditions environnementales qui ne peuvent être contrôlées. Et c'est là qu'en fait, on a quand même une bonne section là, qui discute du problème de la clarté de l'eau, en fait. Ce qu'on recommande, c'est qu'on fasse un suivi terrain, donc dans les jours, par exemple, qui précèdent une acquisition, pour qu'on puisse déterminer, par exemple, est-ce que l'eau est turbide, est-ce que l'eau est claire, c'est quoi la présence de matière en suspension, par exemple, dans l'eau, parce que ces éléments-là vont avoir un impact énorme sur la qualité de la donnée qui va être acquise. Donc, c'est bien de bien connaître là, les particularités hydrodynamiques là, de la région qu'on veut acquérir. Et également le timing un peu là, des épisodes, par exemple, de turbidité et de sédiments en suspension dans l'eau. Donc, on suggère également de faire des acquisitions sans feuilles parce qu'on sait que la présence de canopées et de feuilles dans les arbres, en fait, va venir diminuer énormément la densité de points au sol qui vont être récoltés dans les zones topographiques, par exemple, là, où on est vraiment sur la zone terrestre. Et on essaie aussi de travailler avec des niveaux d'eau bas pour toutes sortes de raisons, en fait, là, mais globalement, le LIDAR topographique est beaucoup plus facile à acquérir que le LIDAR bathymétrique. Donc, quand on peut avoir notre portion de terre qui est émergée, mais on préfère la prendre, on préfère la voler quand elle est émergée que quand elle est submergée, ça va être plus facile à faire notre acquisition. Évidemment, là, c'est ça, on commence à avoir plusieurs paramètres là, à prendre en compte ensemble. Donc, on essaie, comme par exemple la turbidité, la clarté de l'eau, la question des feuilles et des niveaux d'eau bas. Donc, l'idée, en fait, c'est de faire un compromis là, à ce niveau-là. Au niveau du traitement des données et de la gestion des données, on propose que les produits qui soient livrés soient toujours uniformes, donc ce qu'on appelle seamless, là, donc des produits d'élévation, des nuages de points qui sont continus entre la bathymétrie et la portion topographique de notre région levée. Ça va faciliter beaucoup en fait, les analyses et la création des dérivés après. On propose un système de référence récent. Donc, par exemple, on veut travailler en NAT83, CSRS, à l'époque la plus récente, dans le système UTM et avec le système de référence verticale, CGVD 2013. Au niveau de la classification du nuage de points, on suggère que les nuages de points sur terre ferme soient classés, en fait, avec les classes qui sont recommandées dans le guide, donc le guide principal. Par contre, pour la portion bathymétrique, donc la portion submergée, on a besoin de classes additionnelles pour mieux décrire les éléments qu'on va rencontrer. Et donc, on suggère l'ajout de 6 classes qui ont des valeurs là, de classification entre 40 et 45. Donc, on parle par exemple de points bathymétriques, de la surface de l'eau, d'objets submergés qui vont être rencontrés, qui ne sont pas
par exemple le fond de l'eau. Également aussi, on a une classe pour les impulsions laser pour lesquelles aucun retour de fond détectable a été trouvé. Au niveau de la validation des données, évidemment, là, il est toujours recommandé d'acquérir des points de vérification sur le lit des rivières ou sur les fonds marins. Il n'y a pas de ligne directrice spécifique en termes de nombre de points ou de répartition spatiale parce que tous les projets, en fait, ont des géométries un peu variables. Ce serait un peu, on ne voudrait pas errer là, en faisant des recommandations qui ne peuvent pas vraiment être prises au sérieux pour tous les projets, mais globalement, ce qu'on suggère, c'est que on devrait prendre des points de vérification dans le plus de profondeur d'eau possible, le plus de contextes géomorphologiques différents possible pour être certain qu'il y a un bon match finalement là, entre nos levées terrain et notre levée aéroportée. On va également prendre compte de la végétation aquatique parce que, par exemple, si on ne fait pas de levée terrain, mais on ne pourrait pas se rendre compte qu'elle est là. Et sur notre signal LIDAR topobatimétrique, si elle est très dense, c'est possible qu'on ne la traverse même pas et que le signal finalement qu'on voit, c'est celle de la végétation submergée comme des algues, par exemple. C'est des choses qui sont à prendre en compte. Au niveau des livrables eux-mêmes, maintenant, pour terminer, donc, ce qu'on s'attend à recevoir pour après une acquisition comme ça, c'est le rapport de planification de projet, également des rapports à intervalles réguliers autour des jours d'acquisition. Je vous parlais tantôt un peu de l'importance de la communication là, pour l'acquisition de ces levées-là, pour être certain qu'on soit dans des conditions que l'eau est la plus claire possible. Là, ça, c'est très important. Au niveau des fichiers finaux, on pense aux fichiers LIDAR eux-mêmes, donc le nuage de points lui-même, uniforme et classifié. Les produits dérivés, donc le MNE, topobatimétrique, uniforme et continu. Le rapport final de projet et l'empreinte finale qui montre la couverture de données avec l'explication sur les vides de données, par exemple, s'il y a eu des problématiques particulières qui ont été rencontrées pour l'acquisition. Donc, celle-ci devrait être bien expliquée dans le rapport final. Alors, ça fait le tour pour cette présentation-là. L'équipe, en fait, ici, l'équipe Élévation, on publie un bulletin sur la stratégie ici à l'interne 2 fois par année. Donc, si vous êtes intéressé à être ajouté sur cette liste-là, vous pouvez écrire à nrcam.élévation.rncam à commercialcanada.ca. Donc, je vous invite à le faire. Si vous avez des questions, va être disponible à la fin après la présentation de Marc-André, en fait, pour tenter d'y répondre. Comme vous avez probablement compris, je ne suis pas avec l'équipe depuis énormément de temps. Donc, si vous avez des questions plus techniques, là, je vous invite fortement à me les envoyer par courriel, en fait, aussi au courriel que vous avez à l'écran là. Et ça me fera plaisir d'y répondre du mieux que je peux. Merci beaucoup pour votre temps. Parfait, merci beaucoup Guillaume. Nous allons donner la parole maintenant à Marc-André. Bonjour, je vais partager ma présentation. Ça va fonctionner maintenant? Pas de commentaires, je vais assumer que oui, puis c'est moi savoir si ça fonctionne pas. Oui, ça marche, Marc-André. Ok, merci Guillaume. Donc, merci à tout le monde d'être présent aujourd'hui. Je vais dire avant de commencer, là, le hasard fait parfois bien les choses, là. Ça fait un bon bout de temps qu'on parle d'avoir une présentation qui soit lancée à peu près en même temps que le nouveau guide d'orientation soit publié, soit le guide d'orientation fédérale sur l'estimation des dommages causés aux bâtiments et aux infrastructures par les inondations. Et puis, bon, si je ne me trompe pas, on devrait avoir la publication du document là, qui serait faite aujourd'hui. Il y a quelques minutes, je suis allé voir. Je pense que c'est toujours pas nécessairement en ligne, mais du moins, ça devrait sortir là, dans les prochaines heures, dans les prochains jours là, au maximum. Donc, on est quand même bien content là, que tout s'aligne là, à l'intérieur de quelques heures ou de quelques jours, comme je mentionne.
Donc, il est satisfait de ça. Et peut-être avant de commencer, là, juste mentionner l'objectif principal pour aujourd'hui. C'est pas nécessairement de passer le guide en revue de façon exhaustive, mais vraiment de donner un aperçu de ce qu'on y retrouve pour un peu piquer votre intérêt et vous amener à aller le consulter. Donc, plus une introduction du document qu'une revue exhaustive, comme je mentionnais. Donc, le guide, dans le fond, c'est un autre guide d'orientation à l'intérieur du cadre fédéral de la cartographie des zones inondables. Même chose un peu que le guide LIDAR, là, je reprends l'introduction où je me fie un peu sur l'introduction donnée par Guillaume il y a quelques minutes. Dans le fond, le cadre fédéral, c'est un ensemble de guides d'orientation qui donne des outils aux praticiens et aux utilisateurs dans le domaine de la cartographie des zones inondables pour faire ce travail-là dans le contexte canadien. On introduit maintenant le guide d'orientation fédéral sur l'estimation des dommages causés aux bâtiments et aux infrastructures par les inondations, qui vient qui vient appuyer l'aspect de l'évaluation de risque dans ce cadre fédéral-là de cartographie des zones inondables. Donc, ensemble, tous ces documents-là viennent toucher à tous les aspects qu'on retrouve dans la cartographie des zones inondables. Donc, la série, je le mentionne, n'est pas terminée encore. Là. On a plusieurs documents qui sont publiés, mais il en reste encore quelques-uns sur lesquels on travaille activement. Donc, c'est les documents qu'on a identifiés ici en gris pâle, mais il devrait y avoir des... on travaille activement à publier ces prochains documents-là. On n'a pas encore nécessairement de date de tombée pour l'instant, mais on a d'autres documents qui s'en viennent aussi pour venir compléter le cadre fédéral de la cartographie des zones inondables. L'objectif principal du document présent, avant de tomber là-dessus, comme c'est le cas pour l'ensemble des guides d'orientation dans la série, le document n'a pas été développé seulement par NRCan. C'est venu de contributions principalement du groupe de travail technique sur la cartographie des zones inondables. Donc, un groupe qui est dans lequel on compte des intervenants fédéraux, provinciaux, territoriaux, mais aussi des membres de communautés autochtones, des membres de l'académie et puis de l'industrie. Donc, c'est vraiment un groupe assez complet là, qui a apporté une expertise bienvenue là, pour aider à développer ce guide-là et les autres guides à l'intérieur du cadre. L'objectif principal du guide d'orientation, c'est de fournir des conseils techniques sur l'évaluation des pertes économiques potentielles ou directes attribuables à une crue et de mettre l'accent sur les bâtiments et les infrastructures. Spécifiquement, les objectifs pour le document sont de décrire l'ensemble des risques d'inondation et les facteurs qui influencent les dommages attribuables à une crue. Décrire les différentes méthodes disponibles pour estimer les dommages causés par les inondations, principalement riveraines. On va revenir là-dessus un peu tout au long de la présentation. Fournir des... J'essaie de voir, là, je m'assurer que tout se passe bien, mais non. Fournir des conseils sur la façon d'élaborer et d'utiliser les courbes niveau dommage ainsi que des considérations sur leur utilisation, leur exactitude et leurs limites. Puis fournir des conseils sur l'indexation temporelle et régionale des courbes niveau dommage.
Ici, on présente certains types d'inondations. L'objectif, c'est pas de faire une revue exhaustive de des différents types d'inondations. On estime, ou en tout cas, j'estime que pour la présentation d'aujourd'hui, la plupart des personnes qui sont en ligne connaissent quand même bien le phénomène des inondations. Puis, donc, je ne veux pas repasser tout ça en détail, mais c'est plutôt pour attirer votre attention sur le fait que différentes inondations ou différents types d'inondations vont apporter des réalités différentes quant aux dommages qui vont être causés par ce type d'inondation-là. Et d'en être conscient dans les activités d'évaluation de dommages causés par les inondations. Par exemple, si on regarde une inondation riveraine, ça va être des dommages possiblement différents d'une inondation côtière. Puis à ça s'ajoutent différentes caractéristiques qui influencent les dommages et qui peuvent faire augmenter les coûts dus aux inondations. À noter là, que plusieurs ne font pas partie des outils ou des logiciels d'estimation des dommages, mais on les mentionne justement parce que on considère que c'est important de reconnaître certaines des limitations des outils, puis aussi donner un peu plus de contexte pour les activités. Mais bon, certaines caractéristiques importantes à prendre en compte, il y a entre autres la durée. Donc, plus une inondation va durer longtemps, plus les dommages vont être importants, que ce soit des dommages directs là, ou encore des dommages plus qu'on qualifierait plus d'indirects comme l'interruption de service. La vitesse, on a mis une image ici là, un peu pour illustrer le point. Là, des eaux qui se déplacent à grande vitesse vont évidemment causer plus de dommages que des eaux qui sont plus statiques ou en tout cas pour lesquelles le courant est moins élevé. D'autres types de caractéristiques qui influencent les dommages, il y a entre autres la glace. Si on pense par exemple pour la glace à tout ce qui est lié aux embâcles, par exemple dans le cas d'une embâcle, on peut avoir une inondation qui est à faible vitesse en amont. Mais si l'embâcle cède, ben, on va avoir des eaux qui se déplacent à grande vitesse. Encore là, avec la glace, il peut y avoir des blocs de glace qui seront transportés par l'inondation qui peuvent venir causer des dommages aux sous-structures. Donc, par exemple, s'il y a des bâtiments qui sont soutenus par des poutres, ben, la glace va venir ajouter des charges à ces éléments structurels-là. Et puis, si lors de l'inondation, l'eau gèle en place, ben, on a aussi d'autres considérations supplémentaires pour les dommages. Il y a aussi beaucoup d'effets par rapport au changement climatique qui sont intéressants à prendre en compte. Par exemple, l'élévation du niveau de la mer, des tempêtes violentes plus intenses et plus fréquentes, des changements dans la saisonnalité du débit de pointe après la fonte de neige. Ou en tout cas, les facteurs que je viens de nommer viennent surtout influencer là, sur la probabilité de retour ou le temps de retour des inondations, puis les niveaux qui peuvent être attendus pour certaines périodes de retour pour les inondations. Donc, pour ce qui est des types de dommages, on les classifie en certaines catégories. Donc, on fait une distinction entre les dommages matériels. Ce sont des dommages auxquels c'est facile associer un coût financier, et les dommages immatériels, donc pour lesquels c'est plus difficile associer un coût. Et aussi, on fait une distinction entre les dommages directs, donc ceux qui sont occasionnés par l'inondation, mais généralement plus difficiles à quantifier. Les dommages directs, donc ceux qui sont
produits immédiatement et qui sont directement attribuables aux inondations. Par exemple, c'est les dommages aux bâtiments, aux infrastructures et aux biens qui sont contenus dans les bâtiments. Et les dommages indirects, qui sont ceux qui sont occasionnés par l'inondation, mais qui sont généralement plus difficiles à quantifier. Eux peuvent comprendre, entre autres, des diminutions des activités économiques, l'interruption ou perte de revenus pour les populations affectées, et aussi une augmentation de la vulnérabilité de certains individus. Au niveau des cas, donc, maintenant qu'on a passé un peu en revue les différents types d'inondations, les types de dommages, puis qu'on a vu un peu comment est-ce qu'on classifie les types de dommages, on peut commencer à parler de comment est-ce qu'on quantifie ces dommages. Puis la façon la plus utilisée, la plus acceptée internationalement, c'est l'utilisation de courbes de niveau dommage. Donc, ces courbes-là représentent la relation entre la profondeur d'inondation et une estimation d'une perte économique. Elles peuvent être dérivées de façon empirique, donc à partir de données, données qui auraient été capturées suite à un événement de crue, ou de façon synthétique, qui est une approche qui est plus basée sur des connaissances spécialisées, puis sur une approche conceptuelle. Quelques recommandations pour les courbes niveau dommage. Entre autres, on recommande de faire une évaluation des dommages causés au bâtiment et au contenu de façon séparée. On recommande aussi de faire une évaluation des dommages résidentiels et non résidentiels de façon séparée également. Donc, je viens de parler des courbes niveau dommage. Voici un exemple pour une courbe niveau dommage pour le contenu résidentiel. Donc, on a un petit graphique là, qui illustre bien là, avec les périodes de retour les différents éléments qui peuvent être qui seraient affectés par différentes hauteurs d'inondation à l'intérieur d'une résidence. Donc, une des caractéristiques des courbes niveau dommage, c'est qu'ils sont référencés par rapport, elles doivent être référencées par rapport à une élévation quelconque. Et puis, la recommandation qui est faite dans le guide d'utilisation, c'est de référencer par rapport à la hauteur du rez-de-chaussée. Donc, il y a deux recommandations. Si, par exemple, on est dans un cas d'inondation riveraine, c'est de référencer par rapport à la hauteur du plancher fini. Puis cette hauteur du plancher fini, là, on la calcule par rapport à la hauteur maximale du niveau du sol à la maison. Dans le cas d'une inondation côtière, où l'eau peut se déplacer plus rapidement, ben là, on le référence au niveau inférieur des solides de plancher. Puis, c'est ça, puisque le terrain n'est pas nécessairement plat de façon constante, ou puisque les terrains ne sont pas nécessairement constamment plats, on recommande de le faire, comme je dis, à la hauteur maximale du niveau du sol à la maison. Donc, pour quelques considérations là, pour les courbes niveau dommage pour les bâtiments résidentiels. Donc, comme je le disais précédemment, on fait une distinction entre les courbes niveau dommage au contenu et puis aux structures. Au contenu, on s'attarde surtout aux articles et aux biens dans le bâtiment résidentiel. Une particularité, c'est qu'on recommande que les courbes soient élaborées pour refléter les caractéristiques de la zone d'étude. Donc, par exemple, le contenu dans une résidence à Halifax ne sera peut-être pas le même
que dans une résidence à Edmonton, par exemple. Et devrait être aussi préparé séparément pour les différents étages de la résidence. Donc, principalement on pourrait avoir des courbes différentes entre, par exemple, le sous-sol versus le rez-de-chaussée. Il va y avoir des biens et de l'équipement différents. Ces différents étages-là à l'intérieur d'une résidence. Pour les courbes de dommages structurels, ça tente de capturer les dommages qui sont aux éléments finis et structurels des bâtiments résidentiels. Donc, par exemple, aux moulures, aux gyps et autres éléments de la maison. Ça comprend aussi, en plus des dommages aux matériaux de construction, ça comprend aussi les coûts de nettoyage, de réparation, de restauration. Et puis, encore ici, là, ça devrait être produite en tenant compte des différents coûts de matériaux de la main-d'œuvre pour la zone d'étude évaluée. Les courbes niveau dommage pour les bâtiments non résidentiels, encore là, il y a des considérations pour les dommages au contenu et les dommages structuraux. J'ai pas mis trop de détails ici, là, mais juste parce que c'est similaire là, au niveau des concepts à ce qu'on retrouve au niveau résidentiel, mais évidemment, là, en raison des normes de construction qui sont différentes et puis des contenus qui sont différents, il y a des considérations différentes à prendre en compte là, pour les courbes de niveau dommage non résidentiel. Mais il y a aussi des considérations supplémentaires, par exemple, au niveau des dommages industriels. On pense entre autres là, aux différents équipements, machineries, matériaux, fournitures, interruptions d'activité. Et aussi aux dommages agricoles, par exemple les récoltes, les dommages aux récoltes, au sol, équipements, machinerie, fournitures et aussi au niveau de la mortalité du bétail. Et autre point intéressant à noter, c'est que les dommages vont principalement dépendre du moment de la crue et puis de la durée de l'inondation. Où, à l'opposé, on faisait surtout une relation avec la hauteur de l'inondation. Ici, c'est des considérations qui, comme je l'ai dit, sont un peu différentes. Mais bon, bien que les courbes niveau dommage sont la méthode la plus couramment utilisée et reconnue, on note quand même certaines limitations, là, donc je viens de le mentionner. C'est vraiment, ces courbes-là, c'est vraiment une relation entre la hauteur de l'inondation et ou plutôt entre une profondeur d'eau et une valeur en dollars de dommages. Il y a donc une exclusion de certains paramètres qui peuvent être importants dans les dommages comme la vitesse, l'accumulation de débris et de contaminants. Et un autre point, c'est que sont produites par agrégation de bâtiments similaires et ne reflètent pas nécessairement la réalité de chacun des bâtiments, mais plutôt d'un sous-ensemble de bâtiments qu'on a combinés. Puis certains autres éléments là, importants à prendre en compte, c'est que bon, la création de ces courbes-là peut demander beaucoup d'informations a priori et beaucoup de temps à produire. Donc, généralement, ce qu'on voit dans le milieu, c'est qu'on ajuste les courbes, là, soit de façon, premièrement, c'est qu'il faut produire une certaine indexation temporelle, donc ramener ça en dollars constants. Pour ce faire, on recommande différents outils. Là, par exemple, il y a plusieurs publications là,
Statistique Canada là, au niveau de l'indice de prix à la consommation et des enquêtes de dépenses de ménage, et puis les indices de prix à la construction là, pour venir indexer les courbes, les courbes de dommages au contenu ou aux structures. Aussi une indexation régionale, donc certains de ces outils-là sont produits pour différentes régions au Canada, ce qui permet de comparaître des prix, par exemple, justement entre Calgary et puis une autre région au Canada où c'est ça. Donc, de pouvoir récupérer certaines courbes qui auraient été développées pour une région spécifique et puis venir les appliquer à une autre région. Ça comporte des limitations, mais comme mentionné, ça peut être une façon là, de contourner certains freins là, quant à l'acquisition de données. Donc, j'arrive vers la fin. Ce que je voulais mentionner, ou comme je le disais au début, c'est vraiment juste un survol rapide de ce qu'on retrouve dans le document. Je vous invite à aller le consulter là, dès qu'il sera disponible pour voir un peu plus l'ampleur de toute l'information qui est contenue. On a plusieurs autres considérations pour les dommages matériels et directs ou encore les dommages matériels et indirects, en plus de plusieurs autres outils, données, études, considérations, formulaires, etc. Donc, là-dessus, je reviens un peu juste pour dire là, que les guides sont développés de façon à être continuellement un peu renouvelés. Donc là, on a une première version qui arrive, qui va être publiée. Mais le travail ne s'arrête pas là. On va continuer à l'améliorer pour des versions futures. Donc, ça faisait le tour pour moi. Merci Marc-André. Et merci à Guillaume aussi pour vos deux belles présentations. Alors maintenant, on va avoir une période de questions. Alors, si le public veut poser une question, vous n'avez qu'à l'écrire dans votre onglet questions. Et en attendant que vous faisiez ça, j'ai quelques questions déjà préparées pour Guillaume et Marc-André. Et ma première, ça sera pour Marc-André. Une question nous avons ici, c'est pour une acquisition TBL. Suggérez-vous, pardon, ça c'est une question pour Guillaume. Pour une acquisition TBL, suggérez-vous le printemps ou l'automne comme fenêtre d'acquisition? Ouais, c'est une très bonne question. C'est sûr que dans le guide, en fait, ce qu'on suggère, c'est que les deux périodes peuvent être acceptables. C'est comme j'ai dit dans la présentation, il faut faire un peu le calcul avantages et inconvénients entre les bas niveaux d'eau, hein, la présence de feuilles dans les arbres et la charge sédimentaire et la matière en suspension, finalement, tout ce qui a un rapport finalement avec la clarté de l'eau. En général, dans le sud du Québec, la charge sédimentaire des cours d'eau, si on parle vraiment en milieu plus continental, là, est plus faible un peu à l'automne qu'au printemps. Donc, pour certaines régions, ce serait peut-être préférable de faire ça l'automne. Si on travaille dans une zone qui n'est pas énormément affectée, en fait, par la présence de feuilles dans les arbres, c'est pas exclu non plus de faire une acquisition en période d'étiage. Ce serait vraiment la période où on aurait vraiment le plus de portions émergées là, du lit des cours d'eau. Dans certains endroits, ça pourrait être quelque chose qui est assez intéressant si on est en mesure de quand même bien obtenir là, le signal topographique de la zone sous les arbres. Parfait, merci beaucoup. Mais j'ai une question ici pour Marc-André. Est-ce qu'on a des exemples d'inondations où on a déjà utilisé les courbes niveau dommage, genre des inondations au Canada ou à l'international?
Oui, il y a quelques exemples. Je vais reprendre je, je vais prendre l'opportunité là, pour dire que je suis pas nécessairement un expert là, sur la question, mais et c'est pour ça là, que je passais un peu vite sur ou c'est pas pour ça que je passais un peu vite, mais je suis passé un peu vite sur ma diapositive question, mais si jamais il y a des questions ou s'il y a plus si vous avez plus de questions, commentaires, là, je vous invite à communiquer avec Heather McGrath, qui est vraiment notre experte au Centre canadien de cartographie et d'observation de la Terre là-dessus. Ceci dit, je pense qu'un des exemples là, au Canada, il n'y en a pas une tonne, mais Calgary, entre autres, les inondations de 2013, il y a eu des études qui ont été faites en ce sens sur l'utilisation des cours de niveau dommage. Et puis, un peu comme je mentionnais, là, à l'international, oui, il y a plusieurs exemples. J'en ai pas un de particulier là, ou à mentionner. Euh, mais, mais oui, comme je mentionnais, c'est la méthode qui est principalement utilisée pour l'évaluation de dommages suite à des inondations ou pour l'évaluation de dommages des inondations. Donc, il y a quelques exemples là, à l'international. D'accord. Ben, j'en ai une autre qui, en fait, est similaire à la mienne. Mais cette question, est-ce que les études des risques ou ces cartographies ont été faites dans d'autres pays que l'Amérique du Sud, comme l'Amérique du Sud, comme le Brésil, le Chili ou autres? Est-ce que vous savez? Euh, Ça serait j'ai peut-être une question pour Heather. ouais, peut-être une question pour Heather. Je sais que je sais qu'en Europe, il y a beaucoup d'études qui sont faites dans ce sens-là. Même chose pour le Royaume-Uni et aux États-Unis. Je suis moins au courant, par exemple, de ce qui est fait plus en Amérique du Sud. Donc, peut-être une question à Heather pour celle-là. OK. Et si on était pour communiquer avec Heather, comment est-ce qu'on pourrait euh, communiquer avec elle? Juste un instant. Euh, Je donc, peux écrire son... je remets ma présentation. Je pense que vous devriez pouvoir Parfait. la Voilà. voir, là. Euh, donc, possible d'envoyer un courriel directement à Heather, à heather.mcgrath@canada.ca. OK, parfait. Donc, je peux aussi le partager là, je sais pas si ça a été fait dans le chat. OK. Alors, on n'a pas beaucoup de questions. En fait, on n'a aucune autre question dans le chat qui nous reste. Alors, si le public a des questions, n'hésitez pas d'écrire une question dans le chat. Mais en attendant, j'aimerais publiciser un autre webinaire de la CRH qui aura lieu ce jeudi, le 25 mars, à 14 heures, heure de l'Est, pour la journée mondiale de l'eau. C'est un panel qui comprend 5 présentateurs, incluant Stephanie Smith, Myrtle Ballard, Chandra Madramuthu, Robert Sanford et Sylvie Sprackman. Et le thème de ce panel, c'est la valeur de l'eau au Canada. Alors, n'hésitez pas de vous inscrire à ce webinaire sur le site de la CRH, à cwra.org/events. Alors, on a une autre question, je crois. Est-ce qu'on peut combiner
pardon. Celle-là a été créée en anglais. Can we combine easily the field surveys, or can we easily combine the field surveys with your program? Est-ce qu'on peut combiner l'arpentage avec votre programme? Ça doit être une question pour Guillaume. Ah oui, celle-là, c'est pour Guillaume, pardon. OK. Ben, ce serait intéressant de savoir de quel programme il s'agit, mais en général, les données LIDAR là, ont un format standard là, qui est le format LAS. Les données topobathymétriques, en fait, là, vont être livrées dans le même format que les formats de nuages de points terrestres, par exemple, de données LIDAR. Donc, c'est un format qui est assez standard, le niveau nuage de points, puis ça peut être transformé, en fait, en grille ou en toutes sortes d'autres formats au besoin. Donc, peut-être si... ouais, c'est ça. J'aurais de la misère à donner plus de détails que ça mais je pense qu'en général, c'est un format qui est assez standard. Fait que oui, je pense que ça s'intègre facilement dans à peu près tous les logiciels de modélisation. Parfait. Je crois que c'est tout pour ça. Nous allons fournir le site web. Si vous avez plus de questions, vous pouvez m'envoyer un message à opération, OPER, à TIONS, @cwra.org. Et là, je peux vous connecter avec nos présentateurs d'aujourd'hui. Avec ça, j'aimerais vous dire merci pour avoir fait partie de notre présentation aujourd'hui et merci à nos deux présentateurs. C'était deux présentations excellentes. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À la prochaine.